Attendre que la vidéo s'actionne. Je vous remercie. Mes chers collègues, pour clore cet après-midi de travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, nous recevons Madame Claire Hédon, défenseur des droits, Monsieur Éric Delmar, défenseur des enfants, adjoint de la défenseur des droits, en charge de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, Madame Marguerite Orange, chef du pôle droits de l'enfant, et Monsieur Antoine Touron, conseiller parlementaire. Nous connaissons tous bien le rôle du défenseur des droits, autorité administrative indépendante, qui a repris depuis 2011 les missions du défenseur des enfants. Ainsi, la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 reconnaît dans son article 28 le droit à l'éducation avant de préciser que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention. Nous sommes bien là au cœur de nos préoccupations. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis il sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera public. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je vous poserai des premières questions et ensuite, monsieur et madame la rapporteure vous poseront des questions à leur tour. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées, dans le cadre des travaux d'enquête, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande donc, messieurs et mesdames, de lever la main droite chacun à votre tour en appuyant sur le micro et de dire « je le jure ». Peut-être monsieur Delmar. Je le jure. Pardon, je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Alors, pour commencer, une première question. Pouvez-vous nous indiquer si vous disposez de données permettant de mesurer les violences commises par des adultes sur des enfants en milieu scolaire, notamment le nombre de réclamations que vous avez reçues sur les dernières années et l'année en cours et la nature des suites qui ont pu être données? Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs, merci beaucoup de me donner la parole et de donner la parole à nos équipes, donc à la fois avec la chef de pôle sur les droits des enfants, qui est elle-même magistrate, et Éric Delmar, donc, qui est mon adjoint défenseur des enfants. Vous avez resitué ce qu'était l'institution. Je me permets juste de dire un mot. On avait déjà échangé là-dessus sur le fait que la question de droits des enfants parcourt l'intégralité de l'institution, évidemment dans la partie direction droits des enfants, mais ça concerne aussi les usagers de services publics, la déontologie des forces de sécurité sur la façon dont est entendu un enfant, la lutte contre les discriminations et lanceurs d'alerte. Nous en avons aussi dans ce domaine. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, vous l'avez dit, c'est au moment de la fusion que l'institution du défenseur des droits a récupéré la défense des droits des enfants. C'est une chance parce que nous avons de forts pouvoirs d'enquête hérités de la HALD, et dans ce que je vais vous expliquer et raconter, nous avons utilisé nos pouvoirs d'enquête qui nous ont permis effectivement de faire ressortir un certain nombre de difficultés. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que nous n'avons pas attendu l'actualité pour se pencher sur cette question. Ça fait des années que nous alertons sur cette réalité préoccupante. J'insiste vraiment sur ce point. Ça fait des années que nous alertons, et vous verrez, nos décisions remontent à plus de 10 ans, et des années que nous alertons l'éducation nationale sur ce que nous observons, en ayant toujours conscience qu'on voit qu'une petite partie de ce qui ne va pas. Je dis toujours que je ne vois que ce qui ne va pas, mais une petite partie, parce que l'ensemble des parents ne savent pas qu'ils peuvent s'adresser à l'institution du défenseur des droits dans ce genre de circonstances. Alors, pour répondre à votre question, dès 2019, on avait publié, justement, parce qu'on avait rendu plusieurs décisions, on avait publié un rapport annuel dédié aux droits de l'enfant intitulé « Enfance et violence, la part des institutions publiques », et dans lequel on dressait déjà
un constat accablant. Et ce constat, je le rappelle, à chaque rencontre avec les ministres de l'Enfance, de l'Éducation nationale, au Premier ministre, que j'ai connu depuis le début de mon mandat. Pourtant, la gravité de la situation ne semble ni mesurée ni prise en compte par les plus hautes sphères de l'État. Mon institution, et c'est pour répondre à votre question, est régulièrement saisie de situations d'enfants disant avoir subi des violences de la part de professionnels au sein d'établissements scolaires et de services péri- et extrascolaires. Le pôle défense des droits de l'enfant a traité en 2024 52 dossiers relatifs à des difficultés adultes-enfants dans le domaine de l'éducation. Si je vous donne les chiffres, 2023, c'était 97 dossiers, 2022, 63 dossiers, 21, 43, 31 en 2019. Vous voyez, à la fois un chiffre assez constant, mais qui est entre 50 et 100 suivant les années. Avec ça, ces chiffres, ils sont quand même à prendre avec précaution, car cela peut concerner des violences tant du personnel scolaire que périscolaire et petite enfance. Ça veut dire crèche aussi. Nous, on fait rentrer dedans difficultés adulte-enfant, l'ensemble des moments où l'enfant peut être en situation, et donc il y a aussi tout le périscolaire. Cependant, l'examen des faits rapportés dans les saisines dont nous disposons nous permet d'affirmer que les violences exercées par des adultes, en particulier par des enseignants sur des élèves dans des établissements scolaires, sont prédominants dans ces réclamations. Les violences signalées auprès de l'institution sont souvent de nature verbale et psychologique, telles que les brimades, les humiliations, les dénigrements ou les propos racistes, mais elles peuvent aussi être de nature physique, enfant attrapé violemment par le bras, projeté contre un meuble ou un mur, traîné par terre. Projeté contre un meuble, c'est une décision toute récente rendue en 2025. Et de manière générale, on constate trop souvent à travers l'examen des situations dont nous sommes saisis, en fait une minimisation par les autorités de certaines violences exercées par les adultes à l'égard des enfants, entre guillemets, désobéissants. Nous sommes aussi régulièrement amenés à rappeler aux professionnels intervenant auprès des enfants l'interdiction des violences dans le cadre de nos décisions, de recommandations et aussi nos observations en justice. On a d'ailleurs présenté récemment des observations devant la Cour de cassation dont le pourvoi est toujours pendant concernant une affaire relative à des violences éducatives. L'enjeu est important car la jurisprudence a pu par le passé reconnaître un droit de correction, notamment au profit des maîtres en lui conférant un fait justificatif en matière de violence entraînant l'absence de responsabilité pénale du prévenu. Je vous le dis parce que c'est important de se rappeler d'où on vient quand même. Et pourtant, l'état des connaissances en sciences sociales et neurosciences sur les conséquences des violences sur les enfants impose aujourd'hui que soit réaffirmée l'interdiction des violences sur toutes ses formes physiques et psychologiques. En l'occurrence, cette affaire ne concerne pas des violences dans un établissement scolaire, mais elle nous éclaire sur le regard que notre société continue de porter sur l'enfant, pourtant sujet de droit. Moi, j'avais prévu un petit discours introductif avec 4 points que je voulais aborder avec vous, qui répond à certaines des questions que vous nous avez envoyées, mais pas forcément à toutes. D'abord, ce qui ressort, c'est que les dispositifs existants pour traiter ces violences ne sont pas suffisamment exploités. La parole de l'enfant, lorsqu'il se plaint du comportement d'un adulte, n'est pas toujours suffisamment bien accueillie et exploitée. On entend souvent que l'enfant n'a pas parlé. Nous, on voit que l'enfant a parlé, mais n'a pas été entendu. Je soulignerai également les difficultés persistantes auxquelles les enfants sont confrontés dans le traitement judiciaire des situations qu'ils subissent. Et enfin, j'en viendrai sur l'importance de la prévention par l'éducation à la sexualité, l'information, l'éducation sur les droits. Donc, en premier lieu, j'aimerais vous alerter sur le manque de réactivité des services de l'État dans la prise en compte des violences au sein des établissements scolaires. Nous constatons que les allégations de violences commises par des enseignants, des directeurs d'école, des chefs d'établissement ou du personnel de vie scolaire continuent à être régulièrement rapportées par les élèves. Malgré les alertes lancées par les familles, ces dénonciations ne semblent pas toujours recevoir l'attention qu'elles méritent. Et je précise que notre rôle dans ces dossiers, ce n'est pas de déterminer la véracité des violences évoquées, mais de veiller à ce que les autorités compétentes aient pris les mesures nécessaires pour garantir les droits et la sécurité des enfants.
Et souvent, nous constatons, d'abord, l'administration et les directions d'établissements scolaires manquent souvent de réactivité face aux dénonciations de faits de violence. Ces faits peuvent être banalisés, ignorés, ne pas entraîner des mesures nécessaires, comme des rappels d'obligations professionnelles, des tutorats, des suspensions conservatoires, et je vais y revenir plusieurs fois, des sanctions disciplinaires quand les faits sont avérés. Ensuite, nous remarquons qu'il y a peu d'enquêtes administratives, même dans les cas d'alerte graves et répétées. Cette question des enquêtes administratives sont essentielles. Souvent, les acteurs ne semblent pas bien identifier comment faire une enquête administrative, qui est responsable, à quel niveau, quand la déclencher. Or, c'est cette enquête administrative qui pose un cadre pour l'audition des professionnels, des enfants, victimes et témoins. C'est un outil important pour déterminer ce qui s'est passé, y apporter la réponse la plus respectueuse des droits de l'enfant. De plus, lorsqu'une enquête administrative est diligentée, elle l'est souvent à minima, et diluée dans une démarche d'accompagnement pédagogique du professeur. L'enquête administrative est souvent interrompue dès qu'une enquête pénale est en cours. Les professionnels concernés estiment devoir s'aligner sur les conclusions de la procédure judiciaire et préfèrent éviter tout risque d'interférence. Et pourtant, la suspension de l'enquête administrative n'est pas du tout systématique. Le parquet peut en faire la demande, dans certaines circonstances, s'il craint entre autres que l'enquête administrative interfère avec la procédure pénale, mais il ne le fait pas du tout systématiquement, et dans ce cas, l'enquête administrative peut être menée. Et nous rappelons régulièrement que ces deux enquêtes poursuivent des objectifs distincts, ne devraient pas être confondues, et dans de nombreuses situations, aucune poursuite disciplinaire n'est engagée lorsque l'enquête pénale est classée sans suite. Pourtant, même si les faits ne relèvent pas d'une qualification pénale, le comportement du professionnel est parfois avéré et pourrait justifier une réponse de l'Éducation nationale. D'autre part, les enfants et les familles ne sont pas ou peu informés aussi des suites qui sont données. Enfin, je tiens à souligner qu'il est important que la réponse aux actes reprochés soit adaptée, permette d'assurer la protection des élèves et que l'interdiction de tout châtiment corporel ou traitement humiliant à l'égard des enfants soit clairement posée. Dans certaines situations où des violences ont été établies de manière réitérée, on constate qu'il arrive que le professeur mis en cause soit simplement muté dans un autre établissement sans que la problématique sous-jacente ne soit réellement traitée. Or, il est indispensable que cette mutation s'accompagne d'un réel suivi et d'un accompagnement du professeur. C'est ce que nous recommandons régulièrement. Et ces inspections doivent aussi s'attacher, outre à la pédagogie, à la manière d'être du professeur, sans quoi, dans bien des cas, finalement, le comportement litigieux persiste. Lorsque les violences persistent, il est par ailleurs rare que soit envisagé le transfert d'un professeur dans des services administratifs pour ne pas être en contact avec des élèves. Et de plus, il nous semble également crucial que les services de l'État portent une attention particulière aux conditions dans lesquelles les professeurs exercent leur mission. Il faut leur apporter un soutien adapté, notamment quand ils rencontrent des difficultés et expriment un mal-être. Et on a recommandé au ministère de l'Éducation nationale d'inclure dans la formation initiale et continue des enseignants des premiers et second degrés des modules obligatoires de formation aux droits et besoins fondamentaux de l'enfant et à la lutte contre toute forme de violence. Et vous le savez, de la même manière, on défend l'idée d'inscrire dans le Code de l'éducation et dans le Code de l'action sociale et des familles l'interdiction de tout châtiment corporel ou traitement humiliant à l'égard des enfants, comme cela a été fait dans le Code civil en 2019 au sujet de l'exercice de l'autorité parentale. Ça pourrait paraître une évidence, ça pourrait paraître que symbolique, mais il y a des symboles qui, à certains moments, sont importants. Malgré ces recommandations, je constate que notre institution peine à obtenir des réponses étayées de la part du ministère de l'Éducation nationale, des établissements scolaires, des services académiques, notamment lorsque notre demande porte sur des dossiers administratifs des personnels. Je voudrais vous donner un exemple qui n'est malheureusement pas isolé. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à la ministre quand je l'ai vue il y a 15 jours. Je voudrais vous donner un exemple qui n'est malheureusement pas isolé. J'ai rendu une décision le 25 juillet 2022, notifiée au rectorat, faisant suite au comportement très problématique d'un professeur avec des phrases « Vous avez atteint le degré 0 de l'apprentissage », pour vous donner une idée des propos. Je n'ai jamais reçu de réponse écrite malgré nos relances. J'y recommandais notamment la mise en œuvre d'une procédure interne de traitement des difficultés relatives au comportement d'un professionnel de l'Éducation nationale envers les élèves.
S'agissant de ma recommandation d'une formation des professionnels sur les droits de l'enfant et la protection contre toute forme de violence, je pense particulièrement à une décision qu'on a rendue le 16 avril 2021, donc il y a 4 ans, suite à des faits de violence physique et morale commis par un enseignant sur des élèves de CM1. Dans cette affaire, l'enseignant aurait proféré plusieurs insultes à l'égard de certains élèves, aurait giflé d'autres élèves, aurait puni certains élèves en les privant de récréation et aurait utilisé des surnoms tels que Zozo des îles. Une enquête administrative a été menée, a conclu que l'enseignant devait faire évoluer ses pratiques professionnelles, mais d'après les services académiques, cela ne justifiait ni suspension ni sanction disciplinaire. Dans le même temps, une enquête judiciaire a été menée avec dépôt de plainte des parents d'un élève. Des auditions ont eu lieu, notamment celles de 8 anciens élèves de l'enseignant. À cette occasion, le procureur de la République a indiqué que l'enquête judiciaire était terminée. L'enseignant a seulement fait l'objet d'un rappel à la loi dans le cadre d'une alternative aux poursuites et notre institution a tout de même poursuivi son instruction sur le dossier, sollicitant des explications de l'administration sur l'absence de mesures disciplinaires et sur le suivi des élèves potentiellement traumatisés. Et au cours de notre instruction, l'inspection académique a reconnu que l'enseignant avait déjà reçu un avertissement quelques années plus tôt pour des gestes inadaptés envers des élèves dans une autre école avant de rejoindre ce nouvel établissement. Et toutefois, en raison de la clôture de l'enquête judiciaire et de l'absence de condamnation, l'administration a jugé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'enquête administrative ni de prendre de sanctions disciplinaires. L'enseignant a néanmoins été encouragé à demander une mutation sans que cela constitue un déplacement d'office. Et je tiens à souligner qu'au cours de notre instruction, la mère d'une élève nous a saisi en indiquant que sa fille avait été admise à l'hôpital après avoir évoqué des pensées suicidaires. Et lors d'un entretien avec un psychologue, cette jeune fille disait avoir peur de son enseignant en raison des violences et des humiliations qu'il faisait subir à d'autres élèves. Nous avons finalement envoyé une note récapitulative à l'inspection académique, au directeur de l'école, au ministère de l'Éducation nationale, soulignant des manquements dans la prise en compte des droits et de la protection des enfants. Le ministère a indiqué que l'enseignant avait pris sa retraite au cours de notre instruction, rendant impossible toute procédure disciplinaire ultérieure. Le ministère a également insisté sur la nécessité d'améliorer la prise en compte de la parole des enfants victimes ou témoins de violences en milieu scolaire et de mieux distinguer les procédures administratives et judiciaires. Et le ministère nous a également indiqué prendre en compte la recommandation d'inscrire dans la loi tout châtiment corporel ou traitement humiliant à l'égard des enfants et non plus seulement dans les règlements intérieurs. Pourtant, cela n'est toujours pas fait, ça ne nous a pas échappé. Ce manque de réactivité de la part des services de l'éducation nationale montre que la question des violences subies par les enfants dans les établissements scolaires demeure insuffisamment prise en compte, malgré nos alertes répétées. Et il est possible de concilier le respect de la présomption d'innocence du professionnel mis en cause, le droit du travail et la nécessité d'agir lorsque des éléments crédibles rendent des faits dénoncés vraisemblables afin de mieux prendre en compte la parole de l'enfant. Et je voudrais en venir sur cette question de la parole de l'enfant qui n'est pas suffisamment bien recueillie lorsqu'il se plaint d'un comportement d'un adulte. Tout d'abord, repérer des situations de danger ou des situations d'abus sexuels sur les mineurs n'est possible que si la parole de l'enfant est réellement écoutée et prise en compte. Et pour détecter ces situations, il faut être à l'écoute de l'enfant, savoir observer ses comportements, c'est aussi ses changements de comportement, mettre en place un climat rassurant qui encourage l'enfant à se confier et à poser des questions. Notre rapport annuel 2020, justement relatif aux droits de l'enfant, prendre en compte la parole de l'enfant, un droit pour l'enfant, un devoir pour l'adulte, était justement consacré à cette question avec un certain nombre de recommandations sur respecter le droit de l'enfant d'être entendu, l'informer de l'existence de ce droit, s'assurer que l'enfant soit informé de son droit d'être assisté, accompagné d'un adulte, s'il le veut, former les professionnels aussi intervenants, et ensuite le recueil de la parole de l'enfant doit être amélioré au sein de l'école. Et il n'est pas rare que dans les instructions qu'on mène, les services d'éducation nationale invoquent l'absence de professionnels formés pour assurer cette mission. Et pourtant, je considère que leur mission éducative leur impose cette responsabilité, notamment grâce à la présence des infirmiers au sein des établissements scolaires. Ça n'a pas échappé qu'on en manquait, mais on le redit à chaque fois, c'est nécessaire. Il faut en recruter davantage et ces derniers pourraient être soutenus par des assistants sociaux et des psychologues scolaires. L'importance de créer un climat bienveillant et un climat de dialogue. Il ne suffit pas de dire on va entendre l'enfant s'il n'y a pas eu un climat bienveillant avant.
De plus, au-delà de la simple collecte de la parole, nous constatons qu'il est très difficile pour l'éducation nationale d'engager des actions concrètes pour y donner suite. Et nous préconisons d'envisager des mesures conservatoires à l'encontre de tout professionnel intervenant dans un établissement scolaire dès lors que des faits de violence rapportés revêtent un caractère de vraisemblance et de gravité. Et évidemment, cette gravité doit aussi s'évaluer suivant l'âge des enfants accueillis. Il convient aussi, je le redis, de mener des enquêtes administratives complètes et approfondies, de renforcer le dialogue entre l'éducation nationale et les familles lorsqu'un enfant manifeste des signes de mal-être à l'école ou exprime des inquiétudes concernant un adulte, mais aussi pour assurer un suivi et informer des suites données à sa parole. D'écouter non seulement l'enfant, mais aussi les autres élèves, l'enfant qui se plaint, mais aussi les autres élèves de la classe ou de l'établissement, afin de prendre en compte leur situation et d'ailleurs souvent de repérer d'autres enfants qui seraient eux-mêmes victimes. Il faut définir une procédure interne de traitement des difficultés relatives au comportement d'un professionnel et cette procédure permet d'identifier les acteurs compétents à chaque étape de la procédure, mais aussi d'assurer la diffusion de cette procédure à l'ensemble des établissements et services concernés. Dans nos réclamations, en fait, ce qu'on a aussi constaté, c'est souvent, il n'existe pas de protocole local sur le traitement de ces situations. Il y a un guide au niveau national à destination de l'inspection générale pour les procédures disciplinaires, mais pas de guide sur le déroulé des enquêtes administratives. Et j'en reviens à ce que je vous disais au début. Effectivement, les écoles sont souvent perdues sur le déroulé de ces enquêtes. Je voudrais attirer votre attention sur un problème que nous avons relevé de nombreuses fois concernant le 119. Vous savez que ce numéro est accessible 24 heures sur 24. Il permet à toute personne de signaler une situation mettant un enfant en danger. Dans notre rapport annuel de 2019, on avait souligné l'importance de doter les plateformes téléphoniques dédiées à la lutte contre les violences faites aux enfants de ressources nécessaires afin de répondre à l'ensemble des appels reçus sur des plages horaires étendues. Et nous constatons que ce service ne dispose toujours pas de moyens suffisants pour assurer une prise en charge immédiate des appels. Et cette situation est d'autant plus préoccupante quand c'est un enfant qui est au bout du fil, car l'absence de réponse peut le décourager. C'est très possible qu'il ne rappelle pas. Et il ressort de la consultation réalisée par notre institution auprès de nos jeunes JAD, vous savez, nos jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant, que les numéros d'accès à ces plateformes sont très mal connus des enfants et des adolescents. Vous savez qu'on a des jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant qui vont dans les écoles, collèges, lycées parler des droits de l'enfant et de la lutte contre les discriminations. Et donc, ils testent évidemment la connaissance régulière de ce 119 et ils sont frappés de ce que les enfants ne les connaissent pas. Et le fait, nous, que ces informations sur les droits de l'enfant soient faites par des jeunes, évidemment, facilite le dialogue avec les enfants, facilite aussi, honnêtement, le recueil de paroles inquiétantes. Et nous avons évidemment été amenés à mettre en place un système de traitement de ces paroles inquiétantes à deux niveaux. Information auprès du pôle droit des enfants pour savoir ce qui doit être fait, et donc échange avec l'établissement scolaire ensuite, et puis ça peut être aussi des signalements au procureur ou à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes du département, mais aussi parce qu'il a fallu accompagner nos jeunes JAD quand ils entendent des paroles inquiétantes, et là je parle d'un accompagnement plutôt psychologique. Je tiens juste à vous signaler qu'ils ont été frappés là, enfin moi j'ai en tout cas été frappée au mois de janvier quand je les ai revus, je les vois en octobre quand ils arrivent en formation, je les revois en janvier, et ils nous ont vraiment dit à quel point ils avaient eu un nombre de signalements impressionnants, et c'est ce que constate effectivement aussi le pôle droit des enfants, ces signalements vont en augmentant. Troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés dans le traitement judiciaire des situations qu'ils subissent. Dans les dossiers de dénonciation d'infractions sexuelles sur mineurs, nous avons remarqué que certaines enquêtes judiciaires sont menées de manière trop succincte. Trop souvent, les professionnels en contact quotidien avec l'enfant, enseignants, éducateurs, professionnels médico-sociaux, ne sont ni sollicités ni entendus, tout comme d'autres membres de son entourage, qu'il s'agisse à la fois de proches ou de voisins. Or, ces enquêtes constituent le socle de nombreuses décisions ultérieures, notamment celle du juge aux affaires familiales et du juge des enfants. Et de plus, le délai d'enquête que nous observons dans certaines réclamations sont évidemment incompatibles avec l'urgence des situations.
On avait rendu en 2019 une décision dans le cadre d'une plainte pour viol sur une mineure de 15 ans et dans cette affaire, aucun acte d'enquête n'avait été réalisé pendant 17 mois entre la première audition de la victime et celle du mis en cause, avec une procédure totale s'étendant sur 5 ans entre le dépôt de la plainte et le jugement. Et il faut savoir que tout au long d'une telle procédure, l'enfant se retrouve souvent seul. Dès le dépôt de plainte, l'adulte qui l'accompagne est fréquemment exclu des auditions sans qu'un administrateur ad hoc ne soit désigné pour l'assister. Il est également seul face à l'ensemble de la procédure judiciaire, sauf lorsqu'il bénéficie d'un avocat qui, à ce jour, n'est pas toujours obligatoire ni nécessairement spécialisé. Et de plus, l'enfant et ses parents sont également seuls face à la décision de classement sans suite lorsqu'elle leur est transmise, ce qui n'est pas toujours le cas et ne leur est quasiment jamais expliqué ni dans sa teneur ni dans sa portée. Et pire encore, aucun accompagnement psychologique n'est mis en place ni pour l'enfant ni pour ses parents, que ce soit durant la procédure ou après le classement sans suite. Un mot rapide sur l'importance des cours d'éducation sexuelle, de la sexualité et l'information à la vie affective des enfants. Nous l'avions déjà évoqué. On avait consacré une partie de notre rapport annuel en 2017 sur ce sujet-là. Dans l'ensemble de nos rapports annuels sur les droits de l'enfant, on est amené à le rappeler quand on parle santé mentale, quand on parle parole des enfants. C'est une bonne chose que ce soit mis en place de façon effective dès la rentrée de 2025, parce que c'est évidemment un moment qui renforce à la fois l'estime de soi et aussi les prises de parole de la même manière que ce que font nos jeunes Jade. Moi, ce qui me frappe de façon assez générale sur ce qu'on observe en droit des enfants, c'est le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant est très insuffisamment pris en compte par les pouvoirs publics. Les enfants sont souvent considérés comme des objets de droit et pas comme des sujets de droit. Et les préoccupations des adultes, souvent d'ailleurs organisationnelles ou relationnelles, prennent le pas sur l'expression de mal-être des enfants et sur leurs paroles. Je suis profondément inquiète quant à la capacité de mon institution à se faire entendre face à l'émergence dans le débat public de sujets qui nous préoccupent depuis longtemps. Nous sommes un observatoire précieux, utile au pouvoir public, qui est insuffisamment écouté. Et évidemment, cette situation n'est pas sans me rappeler celle de la maltraitance et des maltraitances en EHPAD, où près d'un an avant la publication du livre de Victor Castanet, nous alertions déjà sur l'ampleur dramatique du phénomène. Nous avions rendu des décisions sur ce sujet-là. Donc, faut-il attendre plus de victimes, plus de tragédies, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, avant de prendre pleinement conscience de la gravité de ces violences? Il est urgent de mettre en place des mesures concrètes et efficaces, qui évidemment passent par le contrôle des établissements, un suivi des professionnels, une école devant garantir leur sécurité, favoriser leur apprentissage et préserver leur épanouissement. Je pense que c'est un devoir de la nation. Merci. Je vous remercie. Madame la rapporteure, je vous en prie. Ah, pardon. Oui, merci, Madame la défenseure des droits. Merci de nous avoir rappelé tout l'engagement et l'action. Vous avez vous montré très déterminé à faire le suivi aussi des actions et des recommandations que vous avez portées, à la fois dans ce rapport de 2019 qui était spécifique sur enfance et violence, la part des institutions publiques. Et je sais, monsieur, étant issu de la protection de l'enfance, que c'est un sujet qui vous tient à cœur particulièrement. Et puis ce dernier rapport de 2020 qui est venu compléter avec d'autres recommandations. Donc j'ai quelques questions. Ma première question serait là-dessus. Beaucoup d'associations de victimes ou de victimes nous ont interpellés sur l'empilement des rapports, l'empilement des recommandations et l'utilité ou pas de notre commission d'enquête qui allait formuler des recommandations. Alors avec Paul Vanier, on va tout faire pour ne pas être déceptif et justement faire en sorte que les choses soient traduites sur le plan législatif, mais aussi dans les différents codes ou décrets qui pourraient faire évoluer les choses. Donc ma première question, ça serait finalement sur toutes ces recommandations non suivies que vous dénoncez avec assez de force, est-ce qu'il y a peut-être dans la structure même de votre institution, des choses à changer dans son pouvoir d'action? Vous dites nous avons des pouvoirs élargis d'enquête. Est-ce qu'il vous faut des pouvoirs d'agir supplémentaires, notamment peut-être en lien avec le 119 et les signalements
notamment. Voilà, donc ça c'est une première question. La deuxième, c'est l'application territoriale de ce que je viens de vous poser comme question. C'est-à-dire, vous avez des délégués territoriaux. Est-ce qu'ils entretiennent des relations régulières avec les rectorats, les DAZEN, les directions diocésaines? Est-ce que vos ambassadeurs des droits de l'enfant sont parfois invités dans des réunions institutionnelles avec toutes ces personnes des institutions publiques, ou est-ce qu'ils ne sont là qu'aux côtés d'autres enfants et pas invités dans des réunions plus officielles? Et puis, troisième point, qui est toujours dans le même sujet, le sujet de l'organisation institutionnelle. Quel est votre lien avec la mise en application du plan interministériel de l'enfant, dont on a entendu parler tout à l'heure avec l'audition de l'ensemble des hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation, mais peu sur le terrain, pour tout vous dire. Donc il existe un plan interministériel de protection de l'enfance. On a aussi une nouvelle haut-commissaire délégué à l'enfance. On a lu sa feuille de route, on n'a pas vu spécifiquement la protection de l'enfance en danger. Donc voilà, sur toute cette organisation institutionnelle, votre rôle, celui du 119, l'application territoriale et ces plans nationaux, est-ce que vous avez déjà, vous, des choses à mettre sur la table en termes de pistes de réflexion? Puis j'aurai d'autres questions, mais après. Merci, merci beaucoup pour votre question. Je vais évidemment vous parler de nos moyens, mais du coup, j'ai vraiment d'abord une pensée pour les enfants et pour leurs familles et de ce qu'ils vivent. Et je vois l'incongruité d'aller parler de mes moyens dans ce contexte de ce que vivent eux de façon... Non, mais je voulais juste avoir une pensée pour ces enfants et leurs familles dans ce contexte-là. La question des moyens renvoie à plusieurs choses. Il y a la question de nos pouvoirs. Vous l'avez dit, on a de forts pouvoirs d'enquête, on n'a pas de pouvoir de contrainte. Mais je pense que ce point-là reste important. Il y a la justice pour les pouvoirs de contrainte. Nous sommes complémentaires de la justice. En revanche, il faudrait que nos recommandations soient un peu plus suivies et que quand on alerte, il y ait vraiment des choses qui soient déclenchées de façon très concrète. Donc je ne crois pas à une demande de pouvoir de contrainte de notre part, parce que vraiment j'insiste sur le fait qu'on est complémentaire avec la justice, et on a fait tout un colloque avec la Cour de cassation et le Conseil d'État sur justement la place du défenseur des droits et le juge, et on a bien vu l'importance de cette complémentarité. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous posez des questions sur nos délégués. Ça peut tout à fait arriver que nos délégués soient saisis de ce genre de situation. Donc dans ces cas-là, vous savez que nos délégués, eux, ils agissent en médiation. Donc, ils essayent des médiations. Et puis, quand la situation, d'abord, est grave, de fait grave, ou que la médiation ne peut pas arriver, effectivement, dans ces cas-là, ça repart en instruction chez nous et au pôle droits des enfants. Nos jeunes Jeanne, nos jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant, oui, peuvent être invités dans des réunions institutionnelles, ça arrive. Mais alors là, j'en reviens aussi à la question de nos moyens, c'est qu'en fait, nous avons une centaine, un peu moins en ce moment, c'est plutôt 80 de jeunes JAD, mais on est confronté à des difficultés de moyens financiers. On est évidemment là-dessus en partenariat avec des départements ou des régions qui elles-mêmes ont des difficultés financières. Donc on a déjà l'annonce de régions qui vont supprimer les financements et on ne pourra plus continuer à avoir des JAD dans certaines régions, alors que voilà quelque chose qu'on met en place qui est franchement, d'abord qui coûte pas cher, qui est et ce sont des services civiques, qui est très basique, qui joue un rôle essentiel, qui montre aussi ce que devrait faire l'éducation nationale, parce qu'en fait, au bout du compte, il faut former tous les enfants sur leurs droits. Et du coup, j'en viens... Donc, on a un vrai problème maintenant là sur la question de continuer à financer ces JAD. Mais après, la question de nos moyens financiers, elle est cruciale. Elle est cruciale, évidemment. Nous avons fait des comparaisons au niveau européen sur nos moyens dans nos différents champs de compétences. Globalement, je vous le fais court, on est les plus pauvres d'Europe, dans tous nos domaines. Même sur la partie ombudsman, par exemple, et défense des droits des enfants, le budget de la Grèce est 70% supérieur au nôtre. Donc la question du budget de l'institution est un vrai problème. Et quand je vois qu'au moment des lois de finances, on cherche encore à renier les moyens des AI et qu'on n'a pas suffisamment de postes supplémentaires, oui, c'est un vrai problème. Mais moi, mon souci reste quand même de régler le problème à la source sur ces questions de violence pour enfants. Mais oui, il y a un vrai problème de moyens que nous avons. Oui. Et je pense qu'on joue un rôle essentiel
d'alerte et on est utile au Parlement, au gouvernement. Le Parlement en a tout à fait conscience, la preuve, on est souvent entendu, mais au gouvernement pour dire ce qui ne va pas. J'irai évidemment rencontrer la nouvelle haut-commissaire que j'avais déjà rencontrée dans ses fonctions précédentes pour l'alerter sur l'ensemble des situations de droits des enfants et évidemment sur la question de la protection de l'enfance. Vous savez qu'on a rendu 7 décisions dans des départements, une décision cadre, et on est encore en enquête dans 4 départements. Sur l'urgence qu'il y a à agir pour mieux protéger les enfants. Je sens que tu veux compléter. Oui, Madame la rapporteure, je crois que votre question, et d'ailleurs quand vous posez la question des différents plans de lutte, en fait, nous on constate tous les jours sur le terrain qu'il y a une distorsion totale d'appréciation entre les plans de lutte faits pour lutter contre la violence faite aux enfants et la réalité de terrain. Et ça s'appelle un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme sur la question des violences dans notre société, les violences à l'école, dans les médias, on n'entend parler que de la violence des enfants, et les enfants seraient responsables de tous les maux de l'éducation nationale. On a un certain nombre de débats aujourd'hui qui pénalisent les enfants. Moi, je voulais juste vous rappeler que l'école reste le premier espace de vie sociale pour la majorité des enfants, et à ce titre, elle doit pouvoir continuer à jouer pleinement son rôle, en structurant, en intégrant des enfants d'une diversité, c'est vrai, de plus en plus grande. Je pense notamment aux enjeux de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, mais aussi aux enjeux de la mixité sociale, quelle que soit l'origine des enfants, tout en fixant des cadres et des objectifs communs, tout en respectant les droits et les besoins de l'enfant et donc de l'élève. Et ça, on n'arrive pas, on ne veut parler que de l'élève, on ne veut pas voir l'enfant. Il faut bien comprendre que pour les enfants, l'école, c'est bien plus qu'un lieu de passage qui n'accueillerait que l'élève, rythmant une grande partie des enfants, de la vie des enfants pendant 15 ans, de 3 ans à 18 ans, tant qu'ils sont enfants. Elle est à ce titre un lieu de vie. L'élève s'y voit enseigner des connaissances, des apprentissages, des disciplines, et l'enfant, le vivre ensemble, la citoyenneté, la différence, la diversité et bien entendu des liens d'amitié et affectifs très forts, parfois des ruptures qui marqueront toute une vie. Pour s'occuper de l'élève, regardez, plus on s'occupe de l'élève, plus on est formé, plus on s'occupe de l'enfant, moins on est formé. L'école est le réceptacle de nombreuses tensions sociétales, une société de l'ici et maintenant, du tout connecté, qui favorise le narcissisme. Et dans cette société hyper individualisée, du tout numérique, où le sommeil des enfants devient un temps non disponible pour les réseaux sociaux, on les traite comme des individus et non plus comme des enfants, une négation de leur vulnérabilité. Ça veut dire que plus que jamais, face à cette société, le besoin d'écoute, d'explication, de compréhension et d'équité est primordial chez les enfants. Moi, je pense que la défenseure l'a rappelé, dès tout petit, il faut prendre la parole des enfants au sérieux. Ça ne veut pas dire mot pour mot. Il faut leur garantir que s'ils bafouillent ou se trompent, ils ne seront ni moqués par les autres élèves, voire par les profs, ou qu'ils ne seront pas évalués de manière négative. Apprendre à écouter, prendre le temps d'écouter, premier rempart à la violence. Mais encore faut-il les reconnaître comme des alter-ego. Alter-ego, ça veut dire un autre soi, mais un autre que soi. Un autre soi qui est doté des mêmes droits humains que vous et moi. Vous avez rappelé, Madame la Présidente, la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est ça. L'enfant devient détenteur de l'ensemble des droits de l'homme dès sa naissance. Mais un autre que soi. Un autre dont la petitesse n'est pas réductible, dont la différence n'est pas réductible à sa taille et donc à son soi-disant manque de force. Moi, je trouve que, rappelons-nous les images particulièrement choquantes d'une enseignante en train de violenter un enfant de 3 ans dans une école il y a plusieurs mois. Et ça, on voit bien comment que la loi de juillet 2019 que la défenseure a rappelée n'est pas du tout imprégnée, et on ne s'en est pas imprégné culturellement. Alors que toutes les personnes qui vont venir ici vont vous rappeler, vont vous dire ce que vous savez, c'est-à-dire que nous connaissons les effets des violences, des humiliations sur le cerveau et le corps de l'enfant, sidération, stress, perte de confiance en soi, troubles de l'attention. Nous savons également qu'aux violences physiques précèdent toujours des violences psychologiques. Et donc quand on voit ces violences physiques, on peut imaginer ce qu'a été avant les violences physiques. Et en plus, dans la société, dans les débats tendus actuels, ne sous-estimons pas également le risque de reproduire des schémas de violence chez les enfants. Notre société, elle laisse à croire que sur le seul motif, le simple fait d'être plus fort physiquement, avec plus de pouvoir, elle déculpabiliserait certains adultes à attraper, frapper, marquer le corps des enfants. Ça, c'est tout sauf de l'autorité. J'imagine qu'entre adultes, on ne règle pas nos différends, et on est un lieu d'expression de différence ici, et heureusement qu'on n'utilise pas cette force-là. Donc, vous voyez, vous avez rappelé la Convention internationale des droits de l'enfant. Moi, je pense que ce serait, même si Madame la défenseure a rappelé la valeur symbolique, moi, c'est aussi plus que le symbole. C'est-à-dire que
je pense, mesdames, messieurs les députés, que si vous portiez cette recommandation, que cette violence éducative, enfin, cette loi de juillet 2019 soit intégrée dans tous les codes, code de l'éducation, mais avec vos collègues, code de la santé, code du sport, on a beaucoup parlé des violences dans le sport, etc. Eh bien, au sein de cette commission d'enquête, cela constituerait un marqueur fort de la lutte contre les violences et le motif qui nous réunit ce soir. Je vous remercie. Il faut éteindre votre micro pour que... Juste pour compléter sur les moyens, quand même, quelque chose de très basique, il faudrait que l'éducation nationale réponde à nos demandes. Non, mais très sérieusement. C'est-à-dire, je suis quand même effrayée du nombre de fois où on fait des demandes, nous n'avons pas de réponse. Des délais de réponse. Il n'y avait pas qu'une question de moyens. Non, j'ai bien entendu. Il y avait une question d'articulation avec le plan interministériel. Allez-y, remettez-moi. Protection de l'enfance. C'était assez précis sur comment ça fonctionne. Là-dessus, si vous voulez, non, mais il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas une concertation avec nous. Enfin, moi, Non, pas du tout. Non, c'est ça, oui. Non, il n'y a pas de... Je voulais l'entendre, d'accord. Non, il n'y a pas de... Oui, non, il n'y a pas de concertation là-dessus. Mais moi, je suis impressionnée de la loi organique qui est très précise. Quand on demande des pièces, on doit nous les envoyer et nous les donner. L'éducation nationale, très souvent, ne nous répond pas. Nous refuse parfois de nous communiquer les dossiers des professeurs. En fait, c'est un délit d'entrave. On n'est jamais, nous, allés jusque-là, mais on va peut-être commencer à le faire. À chaque fois, on se dit... Moi, depuis que je suis là, j'en suis à la 7e ministre de l'Éducation. Donc, à chaque fois, je me dis, mais ça va s'améliorer. Donc, on va leur laisser le temps de nous répondre et puis on va voir si ça se met en place. Mais je pense que déjà, la base, ce serait qu'ils nous répondent. Et c'est une obligation, hein, la loi organique le dit. On s'était étonné, on avait recommandé notamment que face à la baisse de la démographie, pourquoi justement on ne gardait pas les postes suffisamment en nombre pour aborder la question de l'inclusion scolaire, réfléchir à la question des violences et au soutien des professionnels et notamment des professeurs. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Quelques questions pour suivre les éléments que vous avez commencé à nous signaler. Alors justement, à propos de ces signalements qui sont en forte hausse auprès des JAD, qu'est-ce qui explique cette augmentation? Est-ce qu'elle a à voir avec le contexte très récent de cette affaire Betaram qui peut provoquer un phénomène de libération de la parole? Ces signalements, 52 dossiers, ceux qui portent sur les violences en milieu institutionnel, en milieu scolaire, en 2024, 97 en 2023, vous avez donné les chiffres pour les années antérieures. Est-ce que ce sont des violences dans des établissements publics, privés sous contrat, privés hors contrat? Et puis sur l'observation que vous faites quant à la méconnaissance du 119, l'affichage du 119 est pourtant obligatoire dans les établissements scolaires. Comment est-ce que vous expliquez cette méconnaissance? Est-ce par défaut d'affichage constaté par vos JAD, ou est-ce que c'est que ce numéro s'ajoute à une série d'autres, ou alors cela renvoie-t-il à ce que vous nous avez dit, la difficulté quand on est un enfant de se saisir d'un dispositif comme celui-là, et encore plus quand on voit son appel rester sans suite? Alors, l'augmentation des signalements par les JAD sont tous domaines confondus. Là, ça peut être des paroles inquiétantes de violence en famille ou de violence entre jeunes. Donc là, ce n'est pas du tout la même chose que les réclamations. Les 52 dont on a parlé, 90 en 2023, c'est des réclamations réelles qui nous arrivent. Là, les signalements des JAD, c'est juste ils ont entendu un enfant qui leur a dit une parole que nous, on qualifie d'inquiétante, et là-dessus, on met en marche quand il y a un enfant qui dit que, apparemment, le grand-père, le père ou je ne sais pas quoi, a des attouchements. C'est ce genre de situation. Donc, ce n'est pas forcément du tout une question de violence des enseignants. Après, le deuxième point, effectivement, ce qui est compliqué pour nous, c'est d'aller dans le détail de est-ce que dans ces violences éducatives, ça concerne toujours les écoles ou ça concerne aussi l'accueil en périscolaire, les centres de loisirs et même les crèches. Ça concerne le public et le privé, mais majoritairement le public, plus que majoritairement. On a très peu de réclamations qui concernent le privé. Pour nous, ça ne veut pas du tout dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire qu'on n'est pas forcément dans le radar des parents et des autres enseignants. Ça serait intéressant d'ailleurs d'essayer de comprendre pourquoi on en a si peu dans le privé. Et sur la méconnaissance du 119, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça prouve que ça ne suffit pas de mettre une affiche.
Non, mais je reste absolument persuadée que l'affiche, elle n'a de sens que si à l'école, on a parlé du 119. Et donc là, oui, l'enfant, il se rappelle, il voit le chiffre affiché. Mais si on ne lui en a pas parlé avant, ce n'est pas une affiche qui va lui indiquer ce qu'il faut faire. Et on en revient là à l'importance de nos jeunes, qui justement parlent de ce 119, parlent d'autres numéros de téléphone joignables par les enfants. Alors, moi, j'avais une question, mais... Ouais, alors, vous parlez de manque de réactivité de l'État, de vérifier que les autorités aient bien pris les mesures nécessaires, et vous dites que quand vous faites une demande de document, il y a quasiment un délit d'entrave de l'éducation nationale. J'aimerais savoir si vous avez les mêmes choses à dire sur d'autres ministères, ou si c'est vraiment une spécificité du ministère de l'Éducation nationale. C'est quand même une spécificité. Je vous dirais, l'autre endroit où on ne nous répond pas, c'est l'administration pénitentiaire, où on a des difficultés de réponse. Mais nous avons, par exemple, sur l'IGPN, l'IGGN, la police et la gendarmerie, nous avons des réponses. Donc c'est quand même assez spécifique, éducation nationale, à ce point-là, de ne pas avoir de réponse. En santé, on a plus de réponses. Peut-être que les départements nous ont répondu, protection de l'enfance. Oui, et souvent, alors il y a de la non-réponse, mais il y a aussi de la réponse très succincte. C'est-à-dire qu'on va demander un certain nombre d'informations assez précises sur ce qu'ils ont fait, et on va recevoir des réponses avec 3 bullet points, voilà, et avec des refus de communiquer certains documents, dont en effet les dossiers disciplinaires des professeurs. Je ne sais pas si c'est une méconnaissance de nos pouvoirs, que pourtant on leur explique, et malgré parfois ces explications, on a quand même des refus de communication d'éléments pourtant assez précis de leur part. Je vous remercie, Madame. On a eu des refus de venir à une convocation pour une audition. Il a fallu qu'on contacte le ministre et qu'on rappelle nos pouvoirs. Et, au bout du compte, ça a eu lieu. Mais il y a eu d'abord une résistance sur le fait qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient ne pas venir. Voilà. Madame la rapporteure. Alors récemment, ou moins récemment, dans la presse, on voit éclater beaucoup de situations anciennes, scandaleuses. Donc bien sûr, l'affaire Betaram qui a provoqué en fait la création de cette commission d'enquête, mais aussi dans ma région, le Riomont, ce village d'enfants pour lequel il y a eu 200 personnes auditionnées dans les dernières plaintes et qui était celui d'enfants placés par l'État, donc où il y avait une responsabilité de l'État. On a encore beaucoup d'établissements aujourd'hui qui ont des internats, que ce soit dans le privé et un petit peu dans le public, avec différentes structures, des villages d'enfants. Et donc, j'ai lu que vous aviez un pouvoir d'autosaisine, de saisie d'office, quand vous l'estimez nécessaire. Est-ce que les affaires très récentes de ce début 2025 qui démontrent l'ampleur, d'ailleurs au-delà déjà des rapports de la SIAZ, de la Civis précédemment, impactent votre programme d'action annuel, notamment celui spécifique à la défense des droits des enfants, et est-ce que vous vous auto-saisissez sur certains lieux ? Alors, sur la question protection de l'enfance, on s'est auto-saisi dans certains départements parce qu'il y a des départements où on a été saisi par des travailleurs sociaux et puis il y a des départements où on a été alerté par les magistrats et dans la loi organique, les magistrats ne peuvent pas nous saisir. Et donc, à partir du moment où on était alerté par des magistrats sur le fait que des décisions qu'ils prenaient n'étaient pas appliquées, des décisions de placement ou d'accompagnement au milieu ouvert, on s'est auto-saisi. Et donc, c'est comme ça, c'est un travail de 3 ans, et avec, je vous ai dit, cette décision rendue, une décision cadre et encore 4 enquêtes. Nous ne sommes pas auto-saisis des situations en ce moment qui font la une des médias, je pense entre autres à Betaram. Ce sont des faits anciens. Je ne suis pas sûre que l'institution serait vraiment une plus-value dans ce genre de circonstances, mais ça peut nous arriver de nous auto-saisir dans ça. Je n'ai pas d'exemple récent d'auto-saisine là, en termes de violence scolaire. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que vous avez dit, on pourrait avoir l'impression que c'est de l'histoire ancienne. Si on prend Betaram, on va se dire que ce sont des vieilles histoires qui ressortent. Moi, ce que j'ai voulu vous dire là, c'est que ça continue. Voilà. Nous avons encore en ce moment des situations très précises
de violences psychologiques et physiques. Enfin, c'est des enfants qui se font traiter de nuls, qui sont tirés par les bras, par les cheveux, coup de tête, un coup sur la tête avec un bloc de feuilles. C'est des humiliations. Va t'acheter des yeux, t'as le temps pour d'aller chez le coiffeur, mais pas de faire tes devoirs. Tu crois que tes parents peuvent obtenir ton changement de classe, ce qu'avaient demandé les parents, tellement ça se passait mal avec l'enseignant. C'est ce genre de phrases et ce genre de gestes qu'on voit. Et voilà, je voulais réinsister sur le fait que ça existe encore. Mais votre question sur les autosaisines, on ne peut pas s'autosaisir tout le temps, en fait. Voilà, c'est vraiment une des conclusions. Et vraiment, je dis sur l'affaire Betaram, je ne sais pas ce que nous, on apporterait de plus, sachant que là, ce qui ressort, ce sont de l'histoire ancienne. Mais on pourrait s'autosaisir sur est-ce que ça se passe en ce moment. Mais on n'a pas d'alerte sur là, en ce moment, des enfants mis en danger à Betaram. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour être plus précise, en fait, c'était le contexte dans lequel il y a toutes ces révélations et cette libération de la parole vous amène-t-elle à changer votre programme d'action sur des faits qui pourraient être des points de vigilance, par exemple dans la presse, s'il y a des nouvelles alertes sur des faits plus récents, ou si sur ce qui est violence scolaire systémique, on va dire, avec de l'omerta, des institutions qui ne favorisent pas la libération de la parole, loin de là, pour préserver leur réputation. Est-ce que vous avez voilà, je ne sais pas, fait une réunion de crise au niveau du défenseur des enfants pour se dire, bon, ben là, il y a quelque chose de particulier, ou réinsister sur vos recommandations liées aux droits de l'enfant. Ben voilà, vous parlez, vous, d'un ministère qui est sourd à vos demandes depuis longtemps. On a une situation de crise, en tout cas, je trouve, au niveau de la libération de la parole de personnes qui sont assez âgées. Mais comme vous venez de le dire, il y a des cas actuels. Donc, est-ce que ça vous pousse à changer vos priorités sur les droits de l'enfant pour l'année 2025? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est une priorité depuis toujours. Moi, ce qui m'agace, pas contre vous, que je dis ça du tout, mais moi, ce qui m'agace, là, c'est que d'un seul coup, on parle de ça, alors que nous, on alerte depuis le début de l'institution sur ces questions-là. Donc ça fait 14 ans que nous, on alerte, ça fait 14 ans qu'on rend des décisions dans lesquelles on voit des situations inadmissibles. Donc nous, c'est pas nouveau, on continue à faire notre travail, mais il ne s'agit pas de le renforcer, on le fait. C'est ce travail qu'on fait depuis 14 ans et sur lequel on n'est pas entendu et sur lequel on alerte. En ce moment, il y a 18 dossiers qui sont en cours d'instruction dans l'institution. Donc notre souci, c'est de continuer à instruire ces 18 dossiers. Dans 5 des dossiers, des violences physiques sont évoquées, avec des gestes brutaux allant des gifles au cou. Dans un des dossiers, un collégien a développé une phobie scolaire à la suite du retour dans son établissement de l'enseignant. 2 dossiers concernent des faits d'agression sexuelle. Un au collège public et un dans un lycée privé. Donc voilà, on est en enquête sur ces situations, donc on continue à faire notre travail, mais je vous redis, ça fait 14 ans qu'on le fait, ça fait 14 ans qu'on n'est pas entendu sur cette question-là. Donc, toutes les décisions de la défenseur des droits passent en collège. Un collège avec son membre du collège, des personnalités extérieures, des personnalités qualifiées, présentées par votre Assemblée, par le Sénat, par le CESE. Nous avons professeurs de droit, professeurs de pédopsychiatrie, nous avons des anciens parlementaires, et toutes les décisions passent dans ce collège. Et tout, comme l'a rappelé Madame la Défenseure, c'est adressé aux mis en cause, c'est adressé au ministère de tutelle via le DAZEN, le recteur. Et ça, c'est vrai que là, dans toutes ces décisions-là, il n'y a pas forcément de caméra, ce qui n'enlève en rien, bien entendu, l'étendue que vous rappelez, mais qui nous rappelle, nous, notre réalité au quotidien de manière continue. C'est-à-dire on a beaucoup travaillé, on a beaucoup, et à juste titre, parlé de la violence des enfants, notamment sur le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire, mais on voit bien qu'il n'y a pas le même entrain à parler, pour plein de raisons, des violences des adultes à l'endroit des enfants. Et votre question sur les internats, à ma connaissance, je ne vois pas de réclamation ou de décision dans ce domaine, mais je me retourne vers Marguerite. Non, mais en la matière, on a peu d'autosaisine. Et quand c'est des faits qui sont déjà très médiatisés, souvent, du coup, tout le monde est en fait alerté. Et notre rôle, c'est vraiment d'aller sur les défaillances institutionnelles, c'est-à-dire des services publics et privés. Et du coup, d'où une plus-value qui sera quand même moindre dès lors que c'est quand même souvent des situations où tout le monde est déjà sur le pont. Sur la question protection de l'enfance, on s'est autosaisi d'un certain nombre de situations. Voilà.
Alors, je vous remercie. On va passer aux questions des collègues et il nous reste 5 minutes. Donc, Jean-Claude Roux, allez-y. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Madame la Défenseure des droits. Votre expertise est évidemment nécessaire et vous avez montré à cette commission d'enquête que beaucoup reste à faire afin de faire face aux trop nombreuses violences dont sont encore victimes les enfants dans le cadre scolaire. Dans certains témoignages, nous apprenons qu'il arrive que des professeurs aient connaissance de faits commis par leurs collègues sans pour autant qu'ils ou elles ne les dénoncent. D'autres, par contre, osent parfois le faire et peuvent être broyés en cause l'omerta systémique de l'institution de l'école qui fait en sorte parfois, vous l'avez dit, de minimiser les faits ou de décourager celles et ceux qui voudraient les dénoncer de manière directe ou indirecte. Signaler les présomptions de violence sur un enfant est une obligation légale faite aux enseignants au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, évidemment. Pourtant, force est de constater le faible taux de remontée et le fait qu'il concerne majoritairement des cas de violence dans la famille. Lorsque MeToo Inceste a surgi, on a identifié que la communauté éducative pouvait être le premier rempart, mais on n'a pas imaginé qu'autant de violences pouvaient aussi venir de l'intérieur de l'école. Aussi, face aux freins, avez-vous des recommandations pour améliorer la procédure des signalements au titre de l'article 40 ? Parmi les freins, évidemment, la peur de se tromper, de faire face à ses collègues, d'être étouffé par la hiérarchie. Donc, comment garantir, quand la violence peut venir de l'institution elle-même, que les professeurs soient accompagnés ou protégés ? Et faudrait-il ouvrir la possibilité d'anonymiser le signalement au procureur de la République ou mettre en œuvre une sanction pour non-signalement ? Je vous remercie. Une réponse assez rapide. D'abord, votre question me fait penser à l'importance d'un accompagnement psychologique des victimes, des autres élèves de la classe, des parents. Ce point-là est aussi important quand il y a des faits qui sont allégués. Et votre question, elle renvoie finalement aux lanceurs d'alerte. Et donc, il y a déjà en fait un système. Et le système de lanceurs d'alerte, nous avons des lanceurs d'alerte dans ce domaine-là, je peux vous le dire. Voilà. Évidemment, je ne vous dirai pas où, parce que s'ils sont lanceurs d'alerte, c'est qu'ils veulent garder l'anonymat et être protégé. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça se passe souvent dans la classe où il n'y a pas d'autres adultes qui voient. Donc souvent, c'est simplement des échos qu'ils ont et ils les voient de plus en plus nombreux et donc ils sont alertés. Donc moi, il y a un système, le système de dénonciation via les lanceurs d'alerte, où il y a une procédure spéciale qui est mise en place, où ils peuvent garder l'anonymat. Et après, dans des situations où on peut être saisi lanceur d'alerte, s'il y a objet à un article 40, ça peut nous arriver de le faire. Mais généralement, c'est des choses plus sournoises que nécessairement un article 40. Je voudrais rappeler que, vous le savez, la violence isole toujours la victime. Les enfants n'ont pas de corporation venant les aider, n'ont pas de coopération en dehors d'eux-mêmes. Parfois, les parents qui parfois sont aussi en difficulté ou vont pas oser, ou à contrario vont parfois vont pas de manière belliqueuse, vont arriver à l'école trop rapidement ou pas de la bonne manière. Ce qui fait que les enfants sont très très vite isolés et n'ont pas au fond d'espace pensé dans l'accueil et le recueil de la parole par des adultes tiers qui pourraient intervenir et qui seraient éloignés d'une hiérarchie que vous avez rappelée, dans un contexte de difficulté de recrutement de métiers de l'humain, dans des fonctionnements parfois techno, la peur aussi, la perte de sens dans un certain nombre d'institutions en ce moment, ce qui fait que les enfants sont tout de suite très très vite isolés et cumulent un certain nombre de violences comme ça, d'humiliation et de brimades, et c'est sûr qu'on s'en intéresse beaucoup plus quand eux-mêmes passent à l'acte, ça c'est évident. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Une dernière question pour bien comprendre. Donc, il vous arrive d'enquêter sur des situations qui vous sont signalées ou sur l'autosaisine. Et quand vous le faites parallèlement à une enquête judiciaire, à une enquête administrative. Est-ce que vous faites nécessairement un article 40 quand des faits graves vous sont rapportés? Comment est-ce que, de façon concrète, les choses s'organisent? Non, des faits graves, on fait évidemment un article 40 sur ce qui n'est pas de notre ressort. Et on peut tout à fait continuer à mener notre enquête en parallèle de l'enquête judiciaire en ayant l'obligation d'informer le procureur et d'avoir l'autorisation à certains moments d'instruire, suivant s'il y a une affaire au pénal ou pas. Donc là, c'est là qu'on est très complémentaire de la justice. Et je redis, on n'ira pas exactement sur la même chose, parce que nous, on ne va pas chercher à qualifier les faits, mais plutôt à voir quelle a été la réponse
de l'institution et de l'éducation nationale. C'est plutôt ça qu'on va chercher sur comment a été entendu l'enfant, qu'est-ce qui a été mis en place, et entre autres l'éloignement de l'enseignant mis en cause quand les faits sont suffisamment à la fois graves et susceptibles d'être réels. Et je voudrais vraiment saluer votre commission d'enquête, parce que je pense que là, moi, à chaque fois, ces commissions d'enquête jouent un rôle essentiel pour que les choses soient dites, pour les mettre en avant et pour faire un certain nombre de propositions sur le fait que ça bouge. Et donc, je voulais vous remercier parce que, en fait, nous, au fond, nous, on l'attendait. Enfin, je veux dire, sur le fait qu'il fallait que ce sujet soit mis en avant et que les parlementaires s'en emparent. Je vous remercie, Madame la défenseure des droits, Monsieur le défenseur des droits de l'enfant. Et merci beaucoup pour cette audition. Et donc, nous nous retrouvons, je crois, mercredi maintenant. Mercredi, à 10h.